Placement au Stamford Bridge, stade mythique évidemment. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Le Barça, ça commence à aller mieux. J'espère que ça va continuer sur la même dynamique avec ce déplacement à Chelsea. Alors je sais pas pour vous, mais ce déplacement à Chelsea, ça me rappelle un peu le déplacement à Newcastle. Je me dis en fait que faut absolument gagner. Faut gagner parce que là, vous savez, les Anglais, tout le monde aura encore une fois la tête tournée vers nous. Voilà, Barça-Chelsea, ça reste quand même un classique de la Ligue des Champions. Chelsea, en plus, voilà, ils sont revenus deuxième de la Première Ligue, je crois. Ils sont, voilà, pas mal cette saison, même s'ils sont très intermittents, on va pas se mentir, Chelsea. Donc, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions posées sur Instagram. Les amis, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je réponds de temps en temps aux questions là-bas. Je vous mettrai le lien en description. Salut tonton, le match contre Chelsea, tu le sens comment suite aux perfs du Barça? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, Chelsea, je les vois un peu comme une équipe capable de tout, en fait, dans le sens où ils sont capables du meilleur comme du pire. Chelsea est une équipe qui est capable de battre le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions 3-0, je crois, ou 4-0, je crois, 3-0. Et puis le match d'après, se faire battre par une équipe relégable de Première Ligue. C'est tout Chelsea, ça. En tout cas, les joueurs pour battre, en tout cas faire mal au Barça, ils les ont, parce que les individualités sont là. Mais en termes de cohérence tactique d'un match à l'autre, en gros, ça peut changer. Parfois, ça passe. Ils sont capables, même en ne jouant pas forcément très bien, à gagner certains matchs. Parce que si on arrive avec une ligne ultra suicidaire et tout, face à des flèches comme Neto, face à Garnacho, Gittens, etc., ça va aller très 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 vite dans le dos du Barça. Mais on va en parler par rapport à l'ajustement que Flick a eu à faire avec la ligne défensive. Parce que penses-tu qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match vu la faiblesse défensive des deux? Ça dépendra en gros de Flick. Après, de ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps face au Celta et sur le match face à l'Athletic Club, j'ai revu le match face à l'Athletic Bilbao, on voit en fait qu'il y a de vrais changements dans l'approche tactique défensive de Flick. Il n'est pas totalement, il s'est pas, je veux dire, totalement éloigné de ce qu'il fait habituellement avec la ligne haute. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la ligne du hors-jeu a disparu face à l'Athletic Bilbao. Elle n'a pas disparu. C'est juste qu'elle s'est réadaptée. Flick l'a réadaptée. Déjà, en termes de position moyenne, vous remarquerez que le Barça joue un peu moins haut. Par exemple, Balde, Koundé, ils étaient un peu moins haut contre l'Athletic Bilbao que contre Bruges. Contre Bruges, ils étaient quasiment 12 dans le camp de Bruges, alors que contre l'Athletic Bilbao, ils étaient vraiment un peu plus dans la réserve. On n'a même pas vu Koundé beaucoup aider Lamine Yamal sur son côté. Donc, il y a quelques petits réajustements et même la hauteur de la ligne du hors-jeu, elle est un peu plus basse. Alors, ça ne veut pas dire que Flick se renie totalement pour changer ce qu'il a en tête, mais les réajustements tactiques qu'il fait par rapport à cette ligne du hors-jeu, ils sont bienvenus dans le sens où les adversaires, ils s'étaient un peu préparés au fait que le Barça joue quasiment tout le temps sur la ligne médiane. Donc c'était très facile de lancer une première ligne, une première lame pour essayer de prendre le Barça au piège, de son propre piège, et puis lancer derrière une deuxième lame avec les milieux qui partent de plus loin pour se retrouver en face à face avec le gardien. Là, tu sens en fait que les défenseurs du Barça sont beaucoup plus alertes. Plutôt que de tout le temps faire la course contraire aux attaquants, ils essaient maintenant d'anticiper les courses. C'est pour ça que contre l'Athletic Bilbao, on n'a pas vu de face à face avec des mètres d'avance des attaquants de Bilbao, parce que ce soit Koundé, Koubarsi, Gérard Martin ou Balde, plutôt que de faire le sens inverse de la course lorsqu'il y avait une passe, ils essayent pour le coup maintenant de couvrir. Pas de couvrir leur jeu, mais d'aller quand même dans le sens de faire la même course que l'attaquant qu'ils marquent. Ça limite la casse et le Barça est beaucoup moins vulnérable. D'autant plus que en termes de contrôle, lorsque tu arrives à bien recycler tes possessions et à mettre de l'intensité et à avoir aussi un collectif, une sorte de pressing collectif qu'il faut, forcément tu es moins exposé, ta ligne, même si elle est haute, elle est moins exposée. Parce qu'on voit le Bayern ça joue haut, le PSG ça joue haut, mais pas aussi haut que Flick durant ces dernières semaines, notamment contre Bruges. On voit là quelque chose de beaucoup plus classique. Tu joues haut, mais pas non plus en étant suicidaire, et ça fait toute la différence. Donc je pense que il y aura beaucoup de buts ou pas, ça dépendra en fait de l'approche tactique de Flick. Je sais que Chelsea aussi a du mal avec la défense, même si ils ont beaucoup de joueurs de qualité, mais c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. On verra, leur gardien n'est pas du tout rassurant, il est capable de faire de bons matchs, même si il est capable aussi de faire de grosses bourdes. Donc ça dépendra en fait. Moi je pense que tout dépendra de l'approche tactique de Flick. Si tu arrives à t'adapter, à être un peu dans le contrôle, il nous l'a prouvé en plus, Flick, dans le passé récent, contre Newcastle.
Le Barça avait un peu cette même approche-là. C'est-à-dire que, certes, tu essayais de jouer leur jeu, mais pas de manière suicidaire, de manière un peu contrôlée. Et donc, tu avais Johan Garcia aussi dans les buts contre Newcastle. Johan Garcia sera là, ça fera toute la différence. Un gardien proactif qui va aller chercher les ballons lorsque Chelsea va essayer de jouer dans la profondeur. Ouais, ça pourra énormément faire la différence. Mais je m'attends à un Barça un peu plus mature, j'ai envie de dire, un peu plus dans l'équilibre. En fait, si le Flick réussit à trouver le bon équilibre avec l'attaque qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a, je veux dire, dans cette équipe-là, ben ouais, je pense que le Barça est capable de faire une grosse saison parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas que le mercato soit raté. Le problème, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, mais techniquement, tu avais amélioré ton effectif par rapport à la saison passée. Le gardien, c'est un upgrade. Pour moi, Rashford en sortie de bande de base, c'est un upgrade par rapport à la saison passée. Le million, il est stock. Donc, on a juste eu la malchance d'avoir tout le monde quasiment, les plus importants, qui se sont blessés en même temps, au mauvais moment. Et donc, aujourd'hui, même sans Pedri, je pense que le Barça est capable d'aller gagner. Penses-tu que Fermin a débloqué la régularité? Je pense que là, depuis son retour de blessure, après son début de saison, Fermin n'a enchaîné que masterclass sur masterclass. Je pense même qu'avant sa blessure, il enchaînait les masterclass parce que c'était son vrai problème, ça, à Fermin. Il était un peu intermittent, un peu à la Olmo la saison passée. Il pouvait faire un match, un gros match, un deuxième gros match d'affilée. Le troisième match, il passe complètement, mais vraiment complètement à côté. Quand il passe à côté de ce match, il passe pas vraiment à moitié la saison passée. Mais pour Fermin, on peut peut-être mettre ça sur le dos de l'âge, de la maturité, parce que Fermin, ça reste un jeune joueur comparé à Olmo. Donc là, cette saison, tu as l'impression qu'il a progressé déjà. Là, en termes de confiance, tu sens que lorsqu'il prend le ballon, les contrôles orientés pour se mettre dans le sens du jeu, en fait, juste quand il touche le ballon, tu sens que c'est pas un mec qui veut juste se débarrasser du ballon au premier joueur libre. Tu sens qu'il veut être il sait qu'il est capable d'être proactif, de créer des choses, et donc il prend des responsabilités balle au pied. Donc ça, c'est le joueur qu'il est en train de devenir. Il sait ce qu'il vaut dans cette équipe-là, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça me fume. Je pense que c'est un match particulier pour lui. Pourquoi? Parce que l'offre de Chelsea durant cet été pour le recruter, c'était pour moi un foutage de gueule. Offrir 40 millions d'euros pour un mec comme Fermin lorsqu'ils vont poser 46 millions d'euros sur Monsieur Garnacho. Alors, Garnacho, c'est pas non plus un joueur nul de chez nul, mais quand même, faut respecter Fermin Lopez. Je trouve que voilà, toute cette histoire-là avec Chelsea, ça sera un match très particulier pour lui. Ça sera l'occasion de prouver, de rappeler à Chelsea, en fait, que c'est pas un milieu lambda. 40 millions d'euros pour ce qu'il est capable de faire. Fermin, c'est minimum, encore, durant l'été dernier, c'était minimum 60 millions d'euros avec la saison qu'il venait de réaliser. Là, avec le début de saison qu'il fait, Fermin, avec les milieux, tu vois les sommes qui sont déposées sur des milieux lambda en Angleterre, normalement, Fermin, ça doit partir pour 80 millions d'euros, 70 millions d'euros minimum. Parce que pour moi, les qualités du joueur, sa marge de progression font de lui un joueur ultra particulier. Il a le côté Masia avec la technique et tout, sans le côté posa, technique et tout, de calmer le jeu tout le temps. Non, lui, c'est un peu un milieu totalement différent. C'est pour ça, je pense qu'il a sa place totalement dans cette équipe en tant que titulaire à l'heure actuelle. Et je pense que s'il continue comme ça, il sera parti pour garder cette place de titulaire pendant un long moment. Yamal ne prend jamais la profondeur. En fait, ça, c'est l'un des plus grands problèmes dans le jeu de Lamine Yamal. Après, à sa décharge, est-ce que c'est à cause de la pubalgie? Je ne sais pas, parce que si vous vous rappelez bien, lors de la pré-saison, notamment contre, je sais plus si c'était contre Daegu, c'était contre l'équipe coréenne, en fait je me rappelle plus exactement c'était laquelle, mais il y avait un match où Lamine Yamal prenait beaucoup la profondeur, il faisait des appels dans la profondeur et était servi. Là, depuis qu'il a sa pubalgie, honnêtement, je le vois de moins en moins le faire. Je le vois faire des appels contre appels, fait semblant de prendre la profondeur et il revient pour être servi et avoir un peu plus d'espace pour attaquer le latéral. Mais Lamine, c'est vrai que c'est un joueur qui préfère avoir le ballon dans les pieds parce que techniquement, c'est pas lui, comme on dit, dans le foot, vous savez, il y a des profils. Il y a le runner, celui qui court, qui va recevoir en règle générale les caviars, les ballons. Et à côté, on va appeler ça le quarterback, celui qui va envoyer les galettes. Et ça, c'est un peu Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est pas un profil de joueur qui va prendre tout le temps la profondeur. Et pourtant, je pense qu'il devrait. Parce que c'est une corde qui pourrait rajouter à son arc. Là, par exemple, ceux qui se rappellent la saison dernière, il y a une passe que Pedri fait pour Yamal.